bonsoir à tous, jeudi 26 novembre et c'est l'heure du JT. Ce soir, nous reparlerons des demandeurs d'asile. Ce matin, ils ont quitté le parvis de l'hôtel de ville d'Angers pour un hébergement à Bushman. Nous nous intéresserons aussi au Festival du Scoop et nous parlerons des documentaires et des reportages en compétition avec Arnaud Hamelin, le président du jury. Avant de revenir largement sur la situation des demandeurs d'asile, je vous propose de vous intéresser une nouvelle fois au pont du tramway, car, et c'est la fin du suspense, en fin d'après-midi, Jean-Claude Antonini, président d'Angers-Loire Métropole, a révélé le nom choisi pour ce pont qui enjambe la Maine à Angers. Un concours avait été lancé auprès des habitants de l'agglomération pour que ces derniers fassent part de leurs propositions et apparemment, ils ont été nombreux à jouer le jeu, comme va nous l'expliquer Fabrice Gadon. Il n'est pas encore terminé, mais il a déjà un nom. Le pont du tramway enjambant la Maine s'appellera en effet Confluence. Très exactement, 1523 personnes ont proposé quelques 3120 dénominations différentes. Et après de longues discussions, c'est donc finalement le terme Confluence qui a été retenu. Confluence avec un S, puisque c'est une confluence entre les rivières qui sont en amont, c'est la confluence aussi des deux rives, c'est les confluences de ce qui s'est passé il y a des millions d'années lorsque des rivières se sont mises ensemble pour forcer un barrage qui était le barrage de schiste qui rejoignait les deux rives. Et cette confluence s'est retrouvée une union de forces pour aller plus loin ensemble. Côté chantier, plusieurs rendez-vous importants sont prévus prochainement. En décembre, le tablier du pont sera baissé d'environ 1,50 m. Au début de l'année 2010, l'arc sera posé. Et enfin, fin février, début mars, ce sont cette fois-ci les suspens qui viendront s'ajouter à l'édifice. Et puis, tramway toujours, le maire d'Angers a évoqué hier soir le tracé de la seconde ligne lors d'une réunion de quartier à Grand-Pigeon. Une ligne qui partira de Beaucouzé ou de Belle-Beille, passera à proximité du théâtre Le Quai, puis de la gare. Elle empruntera le boulevard Foch et le boulevard des Deux-Croix pour rejoindre le quartier Montplaisir et enfin le parc des Expositions. Selon Jean-Claude Antonini, cette ligne devrait voir le jour dans 5 ou 10 ans quand la ville aura de l'argent. La situation se débloque enfin pour les demandeurs d'asile qui squattaient depuis plusieurs semaines maintenant le parvis de l'hôtel de ville d'Angers. Ce matin, une vingtaine d'entre eux ont été évacués et acheminés vers la base nautique de Bushman où ils seront hébergés jusqu'au mois de mars prochain. Une solution provisoire mais bien accueillie. Marie Coulon, Olivier Molia et Lisa Boval ont suivi ce déménagement. Ils sont 20 à prendre le bus pour une destination qu'ils ne connaissent pas encore. À un quart d'heure de route, leur nouveau logement les attendent. C'était leur dernière nuit sans abri. Alors tôt ce matin, ils ont tenté de sauver ce qui pouvait encore l'être de leur campement de fortune, après 3 semaines passées dehors. Je venais parfois le soir et c'était quand même difficile, quoi. Ils avaient vraiment très froid, quoi. Ça pleuvait, puis même au niveau des matelas, tout ça, ça avait pris l'humidité, enfin ils n'étaient pas bien quand même. Le droit de quitter la rue, ils l'ont obtenu après avoir été choisis parmi les demandeurs d'asile installés ici depuis plus de 13 jours. La plupart des objets qu'ils avaient accumulés ne les suivront pas. Couverture, etc. Ce qui est acheté va être jeté et puis ce qu'on peut récupérer, à récupérer, nettoyer, tout ça, quoi. Heureusement, à la base nautique de Bushman, on a tout prévu. Des bonnes âmes ont apporté draps, couvertures et produits de première nécessité. Il y a la solidarité et l'habitude aussi. Depuis l'année dernière déjà, ce centre accueille les sans-papiers d'Angers. Ceux de ce matin sont fatigués, un peu perdus. Entourés de bénévoles, ils apprennent les rudiments de la langue française. Ici, l'année dernière déjà, pour une première expérience d'hébergement à Bushman, nous sommes venus les voir à 3 ou 4 et on leur avait demandé à l'époque ce qu'ils désiraient. Ils nous ont dit on voudrait la paix, on voudrait manger et on voudrait l'école. Donc en tant qu'enseignant, on était 3 enseignants sur 4, je crois. On s'est dit, bon, on va démarrer l'école. Abdel Sama est tchadien. Il est arrivé en France il y a 15 ans. Lui n'a pas connu l'errance, mais il a eu du mal à trouver sa place en France. Il est venu soutenir ceux qu'il considère comme ses frères. Il y en a qui peuvent même attendre 5 ans, 6 ans. Après, peut-être que ça se trouve, leur demande d'asile ne va pas être acceptée. Et voilà, il y a la route, ça fait que commencer. Une route qui commence et peut-être à la clé des régularisations. En attendant, ils resteront à Bushman jusqu'à fin mars. Après, c'est déjà une autre histoire et pour l'instant ici, personne n'a envie d'y penser.
En bref, grippe A, aujourd'hui, l'inspectrice d'académie a présenté le programme de vaccination des adolescents scolarisés dans les collèges et lycées. C'est lundi prochain que les équipes mobiles de vaccination se déplaceront auprès des 66 000 collégiens et lycéens du département. Et puis sachez également que pour faire face à un afflux des demandes, le centre de vaccination de Belle-Beille va rallonger ses horaires. Samedi prochain, il sera ouvert de 9h à 16h30. C'est un Angevin qui a été choisi comme chef de file du MoDem pour les prochaines élections régionales dans les Pays de la Loire. Laurent Géraud, président départemental du parti, a été désigné mardi par le bureau exécutif du mouvement démocrate. Une proposition qui sera soumise au vote des adhérents le mois prochain. Arnaud Hamelin est notre invité ce soir. Arnaud Hamelin est grand reporter. Il dirige depuis 20 ans l'agence de presse télévisée Sunset Press et il est en ce moment le président du Festival du Scoop et du journalisme d'Angers. Arnaud Hamelin, bonsoir. Bonsoir. Alors les scoops, ça vous connaît, hein. Votre agence de presse a produit plusieurs centaines de reportages, de documentaires qui ont été diffusés sur toutes les grandes chaînes de télévision françaises. Est-ce que vous pourriez... Près de 800, oui, je crois. Près de 800 ? Oui. Oui, 800 reportages. Est-ce que vous pourriez tenter de nous donner une petite définition du scoop ? Qu'est-ce qu'un scoop ? Ah, du scoop. Ouais, le scoop, c'est une information qui n'est pas facile à avoir, ou un événement qui est vraiment caché. Il vaut mieux être le seul à pouvoir s'en emparer, et le scoop, c'est quelque chose qui effectivement va durer dans le temps beaucoup plus longtemps qu'un reportage, etc. Le plus grand scoop souvent cité, c'est celui d'un petit bonhomme, un tailleur avec son nœud papillon qui s'appelait Abraham Zapruder et qui a filmé les 24 secondes de l'assassinat de JFK à Dallas. C'est probablement le plus grand scoop qu'il y a eu. Voilà. Vous en avez un autre scoop à votre actif, celui qui a beaucoup fait parler de votre agence. C'est l'image qu'on va voir qu'il symbolise. Vous pouvez m'expliquer qui est ce monsieur ? Monsieur, c'est Jean-Claude Méry. Financier occulte du RPR. C'est ça, oui. Qui est d'ailleurs sur mon canapé dans mon bureau. Oui. Voilà, pour une interview ou une confession. Désormais célèbre, oui, on peut dire que c'est un scoop, oui, qui m'a valu quelques soucis d'ailleurs. Oui. Voilà. C'était en mai 1996, il s'est livré à une confession filmée qui a permis de décrocher l'affaire des HLM de Paris. Expliquez-nous. Oui, et d'autres choses encore, oui. Et des problèmes financiers entretenus par la mairie de Paris, etc. Mais... oui, c'était 76 l'interview et ça n'a été divulgué... 96, pardon. Oui. Et ça n'a été divulgué qu'en septembre 2000. Par Le Monde d'abord, et puis après par France 3 dans l'émission Pièces à conviction. Quand un monsieur comme Jean-Claude Méry vient à un journaliste pour lui exposer des faits, le journaliste se doit de vérifier les choses. Comment est-ce qu'on fait ? Bien sûr. Dans le cas de Méry, c'était simple. Après, quand finalement j'ai proposé au Monde de divulguer ça, il y a une enquête avant qui a été faite, qui a duré à peu près 15 jours pour recouper toutes les informations. Comme Méry en délivrait beaucoup, il y a eu beaucoup de travail. Il s'est avéré que les informations étaient justes. Vous l'avez dit tout à l'heure, sortir un scoop de ce genre, ça peut vraiment compliquer l'existence d'un journaliste. Dans cette affaire, vous avez été mis en examen pour celle d'informations protégées par le secret professionnel. Mis en garde à vue, puisqu'on en parle en ce moment, plus de 48 heures, oui, et après mis en examen. Comment est-ce qu'on vit ce genre de choses quand on est journaliste ? Écoutez, je n'ai pas pris d'avocat parce que je pensais que j'en avais pas besoin pour me défendre. Je vous dire, j'étais furieux. Ouais. Voilà, puis c'est tout, quoi. Mais bon, d'un autre côté, ce scoop-là, qui s'attaquait quand même au sommet de la pyramide de l'État, c'était normal que ça vaille quelques tracasseries. Ça valait le coup. Voilà. On revient au Festival du Scoop. Vous et les autres membres du jury, vous allez devoir décider lesquels de 35 documents en compétition vont être primés lors de ce festival.
Sur quels critères vous les jugez, ces films que vous êtes en train de regarder? Il y a l'histoire, bien entendu, l'histoire et l'information, donc dans cette histoire, il y a l'équilibre du sujet, il y a l'émotion aussi. Un sujet qui emporte de l'émotion a quand même pas mal de chance. L'émotion, ça peut être du rire, hein, ça peut être aussi une consternation, ça peut être... Donc voilà, tous ces critères sont réunis, bien sûr, et puis des critères esthétiques, le cadre, le son, tout ça, ce sont des choses qui marchent. Et on est plusieurs avec des sensibilités différentes autour d'une table. Après, dire celui-ci plutôt que celui-là. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On va regarder un extrait d'un des documents que vous avez visionné aujourd'hui. Il s'agit de celui de Manon Loiseau, une journaliste renommée, qui a filmé en juin dernier le soulèvement populaire en Iran après l'élection du président Ahmadinejad. C'est une sorte de carnet de route. On va regarder un extrait, on en parle après. Ouais. Et voici les premières images des Bassidji, les milices spéciales du régime habillées en civil sur des motos. Ils sont partout. Ce sont eux qui sont chargés de mater la rébellion. Nous nous éloignons rapidement. Un peu plus loin, je croise 3 étudiantes. Elles m'entraînent dans une ruelle à l'abri des regards. Comme beaucoup de jeunes, elles ont voté pour Moussavi. Impensable encore il y a quelques mois. Leur parole est libre. Elles veulent témoigner des violences de la veille. Nous, hier, dans la foule, on était coincés entre des gens. Les policiers tabassaient à mort. Mon amie a eu son tendon rompu. On lui a mis un plâtre, de là à là. À l'hôpital, elle m'a raconté que tous les blessés qui arrivaient, ils les jetaient dehors. Car la police avait donné l'ordre de ne pas laisser hospitaliser les manifestants. Ils avaient des voitures et mettaient des gens dedans vers des destinations inconnues. Je les ai vus frapper devant moi une fille à coups de matraque. J'ai vu du sang sortir par ses yeux, par son nez, par sa bouche. Là, moi, je suis morte de trouille. Attention, on nous regarde. Parle plus doucement. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est typiquement ce genre de reportage et de documents qui a sa place au Festival du Scoop, qui permet d'ailleurs le festival lui-même, toutes les rencontres qu'on a avec les réalisateurs, avec les journalistes qui viennent et qui s'entretiennent pour répondre à une question: comment fait-on un sujet comme ça? Comment y va-t-on et comment rapporte-t-on les images? Voilà. Merci Monsieur Hamelin d'être venu sur ce plateau. Palmarès du Scoop samedi au centre de congrès. C'est la fin de cette édition. Passez une très bonne soirée. À demain.